La Lune. Aujourd'hui, je trouve qu'on la regarde avec une certaine banalité, pourtant, je peux pas m'empêcher de songer aux millénaires de fantasmes et de mystères qu'elle a inspirés. Déjà, 17 000 ans avant notre ère, Homo sapiens représentait sur les murs des grottes de Lascaux des cycles lunaires. Une fascination qui n'a cessé de croître pour cette énigme cosmique que l'humanité n'a jamais arrêté de contempler, parfois en la déchiffrant, et souvent pour donner naissance aux mythes et légendes des civilisations antiques. Faudra quand même attendre 1609 pour que Galilée l'observe pour la première fois grâce à la lunette astronomique et commence à comprendre sa nature. Et 1865 pour que l'écrivain Jules Verne, dans son roman de science-fiction De la Terre à la Lune, imagine pour la première fois de l'humanité à notre connaissance une machine incroyable capable de propulser les hommes jusqu'à cet astre mystérieux. Je vous parle pas plus de ce livre, on aura l'occasion de le réévoquer un peu plus tard, tant s'avérer est parfois prémonitoire. Et ça commence par le fait que notre histoire prendra place dans un contexte géopolitique particulièrement troublé, impliquant les États-Unis. Alors, petit rappel. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le monde est en ruine. Les anciennes puissances de l'Axe et les alliés victorieux sont profondément affaiblis après ces 6 ans de conflits interminables et chérissent sur leur dos le poids de quelques 80 millions de morts. Pourtant, deux nations semblent émerger en position de force, les États-Unis et l'URSS. Deux nations, autrefois alliées de circonstances contre l'Allemagne nazie, qui se retrouvent rapidement opposées dans une rivalité idéologique et géopolitique qui marquera la seconde moitié du XXe siècle, c'est la guerre froide. Ce conflit naissant, il est basé sur deux visions du monde diamétralement opposées. On a d'un côté les Américains, qui représentent le bloc occidental, qui vont mettre en avant le capitalisme. Pour faire simple, ils vont privilégier les libertés individuelles et la liberté politique. De l'autre côté, dirigé par Staline, on a le bloc de l'Est, qui vont promouvoir le communisme. C'est-à-dire qu'on va subordonner les libertés individuelles au profit de l'intérêt collectif et de la lutte des classes. Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'intérêt de cette nouvelle guerre, c'est de rallier à son idéologie les pays non alignés, en particulier ceux qui, après la Seconde Guerre mondiale, cherchent à se repositionner sur l'échiquier international. Et pour qui choisir le bon camp, c'est crucial. Évidemment, il est impensable pour l'un des deux camps de laisser l'autre étendre son influence. Le truc, c'est que pour empêcher ça, le conflit militaire, il est plus vraiment envisageable. En fait, les deux possèdent l'arme nucléaire et connaissent très bien les conséquences d'un tel conflit. Mais alors comment faire? Comment dominer le monde sans pour autant rayer l'ennemi de la carte, mais plutôt en le rayant des esprits? Eh bien, pour citer l'ex-historien-chef de la NASA Roger Lonus, dans les années 50, il apparaissait très clair que le futur appartiendrait à la civilisation qui maîtrisera la science et la technologie. Et ça, les deux blocs en avaient conscience. Évidemment, il n'y a pas de meilleure preuve de cette domination que de la maîtrise de l'espace. Idéologiquement, c'était la preuve de la supériorité d'une des idéologies par rapport à l'autre, et militairement, ça a renforcé une domination stratégique cruciale dans le contexte de la guerre froide. Vous comprenez donc pourquoi c'était hyper important de dominer le ciel, et vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour commencer cette vidéo. Au début de notre histoire, l'objectif des deux superpuissances était un petit peu plus modeste que celui d'aller sur la Lune. Le but, c'était de dominer la dissuasion nucléaire. Et pour ça, il fallait absolument perfectionner les ICBM, les missiles balistiques intercontinentaux. Les deux se sont alors inspirés de ceux qui, à l'époque, avaient le plus avancé dans ce domaine-là, et c'était l'Allemagne nazie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient Van Braun, un personnage clé de notre histoire et surtout un inventeur de génie. Il avait créé le missile V2, qui était le premier missile balistique à longue portée opérationnel de l'histoire. Il pouvait atteindre des altitudes d'environ 100 km, soit la frontière officielle de l'espace. Et ça, je peux vous dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, c'est une vraie prouesse technique. Les soviétiques et les américains vont alors se précipiter sur ces ressources pour tenter d'en tirer un maximum. Et spoiler alert, grâce à l'opération Paperclip, c'est les américains qui en ressortiront grands gagnants. Déjà, ils vont récupérer Van Braun et son équipe, et aussi des centaines de modèles de V2. Du côté soviétique, les prix sont beaucoup plus maigres. On déniche certes quelques chercheurs, mais bon, très loin d'être aussi important que Van Braun, et surtout quelques pauvres plans et composants de la V2. Ouais, pas dingue. Mais bon, il semblerait que ça en soit assez pour l'URSS, qui décide de confier la tâche ingrate de développer les ICBM à un certain Sergei Korolev. Korolev, je m'attarde un petit peu dessus, c'est vraiment un personnage central de notre histoire. On aura l'occasion de le réévoquer beaucoup de fois. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le père de la conquête spatiale soviétique. Alors, écoutez un peu d'où il vient.
Notre homme, c'est un ingénieur aéronautique qui, en 1938, est envoyé au goulag pendant les purges staliniennes. Les conditions sont horribles, on y meurt de torture, de froid, d'excès de travail si ce n'est pas d'autre chose, et après 2 ans, il est transféré dans un Charashka, qui est ni plus ni moins qu'une prison pour scientifiques. Là-bas, son talent continuera d'exploser, si bien que cet homme décrit comme un bourreau de travail, visionnaire et charismatique, sera sélectionné par Nikita Khrouchtchev, qui est alors le dirigeant de l'URSS et qui décide de faire confiance à Korolev pour développer les ICBM. Vous l'aurez donc compris, c'est donc Korolev du côté soviétique qui dirigera les opérations et Von Braun du côté américain. Nos 2 scientifiques de génie sont là, que la bataille commence. Ce que vous entendez là, c'est le bip émis par Sputnik 1, le tout premier satellite artificiel lancé en octobre 1957 par les soviétiques. Ça peut paraître de rien, mais je peux vous dire qu'il a été écouté la boule au ventre par les Américains. Déjà parce que c'était une humiliation dans le monde entier, qui était témoin de l'avance de l'URSS face aux États-Unis. Et aussi parce que les Américains ont redouté que la technologie utilisée par Sputnik, notamment le lanceur R7, puisse être aussi employée pour lancer des missiles nucléaires capables de frapper leur territoire. Et je vous le dis, c'est loin d'être faux quand on sait que la R7, issue des travaux autour des plans de la V2 et développée pendant plus de 10 ans par Korolev, est le premier véritable lanceur intercontinental au monde avec une portée de 8000 km. L'anxiété gagne la Maison Blanche d'Eisenhower et s'intensifie lorsque quelques semaines plus tard, le 3 novembre 1957, Sputnik 2 envoie Laika, le premier être vivant dans l'espace. Nouveau coup dur pour les Américains, très en retard, qui eux enchaînent les échecs, notamment avec le crash de la fusée Vanguard le 6 décembre 1957. Ils n'en verront finalement que leur premier satellite Explorer 1 le 31 janvier 1958, soit près de 4 mois après l'envoi de Sputnik dans l'espace. Comprenez bien quelque chose, c'est que les échecs des États-Unis à ce moment-là, ils étaient principalement dus à un gros manque de coordination. Les différents projets de développer les missiles étaient entre autres confiés à l'Air Force, l'armée de terre ou encore la marine, plutôt qu'à Von Braun qui pourtant, à partir de ses propres V2, avait créé des missiles super performants comme la Redstone ou encore la Jupiter C. Missile à partir duquel, enfin plutôt un de ses dérivés, on enverra Explorer 1. Alors que du côté soviétique, tous les efforts étaient concentrés autour de Korolev et son génie. Les USA, alors conscients de leurs erreurs, créent la NASA en juillet 58. Ils centralisent leurs efforts spatiaux sous une seule et unique organisation et lancent le programme Mercury qui a pour but d'envoyer un Américain dans l'espace. Mais bon, évidemment ce ne sont pas les seuls à rêver de ça, parce que du côté soviétique, on célèbre certes les exploits passés, mais surtout on prépare l'avenir. Nikita Khrouchtchev, alors dirigeant de l'URSS, comprend parfaitement les enjeux idéologiques de la course à l'espace et décide lui aussi avec Korolev d'envoyer un homme là-haut. Korolev et ses équipes préparent alors un dérivé de la R7, la version Vostok K1, qui inclut un 3e étage pour fournir la poussée nécessaire à l'insertion orbitale. Le défi est colossal, évidemment, mais bon, l'URSS permettra peut-être à l'humanité de franchir pour la toute première fois de son histoire les frontières de la Terre. Le 12 avril 1961, à Baïkonour dans les steppes glaciales du Kazakhstan, le jeune cosmonaute Yuri Gagarin s'apprête à rentrer dans l'histoire. Vêtu de sa combinaison orange et de son casque blanc marqué des lettres CCCP, il monte lentement vers l'ascenseur qui le mènera en haut de la Vostok K1. La pression est insupportable, pour Gagarin bien sûr, mais aussi pour les ingénieurs, scientifiques et officiels qui suivent chaque étape du lancement avec une attention fébrile. En salle de contrôle, les mains moites rendent les actions difficiles, on entend les collègues prier ou encore se ronger les ongles, la pression politique est énorme et encore plus avec Nikita Khrouchtchev qui demande des nouvelles presque chaque minute. La réussite de cette mission aura des répercussions colossales sur la fierté nationale et la position de l'URSS sur la scène mondiale, alors l'échec n'est pas permis. Gagarin est installé dans son module moulé à sa taille, son air est grave, pas étonnant, personne n'est jamais allé dans l'espace et encore moins revenu, pas même Laika. Кедр, я Заря-1, зажигание. Понял, отдается зажигание. Предварительное. Желаю вам доброго полета. Заря-1, мы все желаем вам доброго полета, все нормально.
Gagarine fera alors une orbite complète autour de la Terre. C'est déjà un fantasme millénaire qui est réalisé, et surtout, il transporte avec lui les espoirs et les rêves de millions de personnes. Un exploit qui, encore à ce jour, symbolise pour moi l'un des sommets de l'ingéniosité et du courage humain. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, un homme avait quitté la Terre, voyagé dans l'espace et était revenu sain et sauf. Et si la planète entière est absolument bouche bée par cet exploit, eh ben il y en a quelques-uns qui tirent la tronche. Et ouais, parce que du côté américain, c'est la troisième humiliation. Après Sputnik 1, Sputnik 2 et maintenant l'envoi de Yuri Gagarin dans l'espace, c'est une déroute de plus en plus totale pour les États-Unis qui semble définitivement faire face à une URSS meilleure qu'eux dans le domaine de la technologie. Et pour rien arranger de tout ça, l'invasion de la baie des Cochons à Cuba pour renverser le communiste Fidel Castro a été un échec cuisant et un désastre monumental pour la crédibilité de Kennedy élu seulement un an auparavant. Les États-Unis qui commençaient à enchaîner les défaites technologiques commencent maintenant à essuyer de lourdes défaites militaires. Et même si les Américains semblent légèrement combler leur retard en envoyant Alan Shepard en orbite le 15 mai 1961 à partir de la fusée de Van Braun, rien ne semble pouvoir redorer le blason des Américains après l'enchaînement d'échecs catastrophiques qui se sont produits les dernières années. Alors, il fallait frapper très fort. For the eyes of the world now look into space, to the moon and to the planets beyond. And we have vowed that we shall not see it governed by a hostile flag of conquest, but by a banner of freedom and peace. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best. On est donc le 25 mai 1961 et le président John Fitzgerald Kennedy annonce que les Américains iront sur la Lune d'ici la fin de la décennie. Il crée alors le programme Apollo, explose le budget de la NASA, qu'il fait passer de 0,5% du budget fédéral des États-Unis à 4,4% à son pic en 1966, soit environ 57 milliards de dollars actuels. Évidemment, c'est à Van Braun et ses équipes qu'incombe la tâche de réussir l'exploit. Le défi semble quasiment impossible, surtout en vue du retard des États-Unis, mais bon, pas le choix, il faut avancer et le pari est pris. Alors c'est ici, dans le Marshall Space Flight Center situé en Alabama, que nos scientifiques de génie vont travailler dans la fusée du miracle qui porte le nom de Saturn V. Bon, vous vous en doutez évidemment, sinon ce ne serait pas marrant, mais Korolev lui aussi veut aller sur la Lune et sa fusée du miracle à lui, elle s'appelle la N1. Et si vous vous demandez comment avec cette avance les soviétiques pouvaient perdre la course à la Lune, je pense que c'est le bon moment de vous parler de ce qui s'est tramé depuis le tout début de notre histoire dans les coulisses des exploits soviétiques, qui en fait d'apparence unie, cachaient dans ses entrailles même la graine d'un conflit interne et personnel qui allait leur causer énormément de tort. Déjà, et vous allez le comprendre, il y avait un gros problème structurel. En fait, comparé aux États-Unis où la NASA joue un rôle centralisé, le programme spatial soviétique il était séparé entre plusieurs bureaux d'études, qu'on appelait les OKB. Chaque OKB a son propre chef, son propre domaine d'expertise et son propre objectif. Et nous, il y a deux OKB qui nous intéressent, il y a l'OKB numéro 1 de Korolev et l'OKB numéro 52 d'un certain Vladimir Tchilomet. Les OKB soviétiques, ils étaient marqués par une grande autonomie et des rivalités internes puissantes. Pourquoi ? Parce qu'ils devaient se disputer les investissements auprès de ce qu'on appelait le Politburo, qui souvent ne comprenait pas les implications techniques des projets. Par conséquent, ils s'appuyaient sur les recommandations des chefs de bureau comme Korolev ou encore Tchilomet, ce qui évidemment renforçait les rivalités. Et si Korolev au début avait réussi à centraliser les efforts en tout genre autour de ses projets, au fur et à mesure, d'autres OKB, notamment l'OKB numéro 52 de Tchilomet, vont commencer à sérieusement concurrencer ses projets et à fragmenter les efforts aussi bien scientifiques que financiers. Pour bien que vous compreniez ce qui les sépare, dites-vous que Korolev c'était un visionnaire vraiment focalisé sur l'exploration spatiale habitée, tandis que Tchilomet, lui, avait une vision plus pragmatique et utilitaire de l'espace. Il pensait que les missions lunaires étaient coûteuses et inutiles sur le plan stratégique. C'est pour ça qu'en 1960, lorsque les soviétiques commencent à envisager des programmes lunaires interplanétaires, deux approches émergent. Celle de Korolev, évidemment, la plus ambitieuse, qui avec sa N1 vise des vols habités vers la Lune. Tchilomet, quant à lui, avec sa Proton 500, veut un programme plus modeste, axé sur des missions automatisées sans équipage et la mise en orbite de stations spatiales militaires.
Et là, deux gros soucis vont se poser pour Korolev. Déjà, évidemment, l'économie soviétique ne pouvait pas se permettre de financer deux programmes spatiaux concurrents. Et ensuite, Chelomey, comparé à lui, c'était quelqu'un de politiquement très habile. Il cultivait des relations étroites avec les dirigeants soviétiques, et notamment avec Nikita Khrouchtchev, puisqu'il employait ses propres enfants. Il va donc bénéficier d'un soutien politique absolument gigantesque et obtenir la majorité des financements pour ses projets. Korolev, lui, de son côté, va voir son budget divisé par deux. Et pire encore, il s'apprête à se séparer de son meilleur ennemi, Valentin Glutchko. Et oui, j'ai bien dit meilleur ennemi et pas meilleur allié, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Glutchko, c'est un énorme génie des moteurs de fusée qui travaille avec Korolev depuis la toute première version de la R1. Mais bon, déjà à ce moment-là, les tensions entre les deux hommes étaient vraiment très fortes. Pourquoi ? Parce que c'est Glutchko qui en 1938 avait accusé Korolev l'envoyant au goulag. Rien que ça. Et aussi, et même surtout, parce que les deux hommes se prenaient vraiment la tête pour savoir quel carburant utiliser pour les fusées. Et même si leur collaboration aura été la source de tous les plus grands succès soviétiques, leur désaccord sur le choix du carburant à utiliser pour la N1 marquera la rupture finale entre les deux hommes. Et sans son ingénieur de génie, Korolev se tournera vers un certain Nikolai Kuznetsov, un ingénieur spécialisé dans les moteurs d'avion. C'est peut-être la meilleure chose à faire à ce moment-là au vu des options, mais bon, clairement, ça reste juste le choix le moins pire. Kuznetsov n'est pas du tout qualifié, les moteurs d'avion et de fusée, ça n'a absolument rien à voir, si bien que si sous Glutchko, la N1 aurait eu 6 à 8 moteurs d'une puissance folle, la N1 aura finalement 30 moteurs, les NK15. Ne vous me prenez pas, ce sont vraiment d'excellents moteurs qui, à leur manière, ont révolutionné l'histoire, mais dans notre cas, ça rajoute juste une complexité ingérable. Pire encore, les moteurs testés en 1964 montrent de sérieux problèmes dus à leur interaction. Chaque moteur devait fonctionner parfaitement en synchronisation et la moindre panne pouvait entraîner une réaction en chaîne. Et malheureusement pour Korolev, à cause du manque de financement, les soviétiques n'ont jamais pu tester les 30 moteurs de la N1 avant son lancement. Sa conception ressemblait de plus en plus à un saut dans le vide. Cette terrible situation dure, mais heureusement pour Korolev, en octobre 1964, Khrouchtchev est démis de ses fonctions par Leonid Brezhnev, qui va encourager les efforts vers un programme lunaire plus ambitieux capable de rivaliser avec Apollo. La lumière est donc remise sur lui. Le projet de Korolev semble enfin prendre la vie qu'il mérite, même s'il a pris beaucoup de retard, parce que du côté américain, la conception de la Saturn V avance, et elle avance très très bien. Le monstre mécanique de plus de 110 mètres de haut qui aura nécessité 400 000 personnes et 257 milliards de dollars pour sa conception comporte 3 étages. Le S1C, qui servira de puissance brute au décollage, qui devra propulser la fusée de 2950 tonnes à travers les premières 68 km de l'atmosphère à l'aide de ses 5 moteurs F1. Le S2, qui servira à la montée dans l'espace vers une altitude d'environ 185 km. Et enfin, le S1VB, qui servira à l'injonction en orbite terrestre, puis enverra vers la Lune la charge utile, le vaisseau Apollo. Bon, c'est joli dit comme ça, mais évidemment, c'est un enfer technologique pour les ingénieurs. Prenons les moteurs par exemple, les F1, c'était pas une tâche facile de créer les super réacteurs les plus puissants du monde, et les premiers tests réalisés en 1963 avaient révélé de gros problèmes, notamment des problèmes de combustion. Mais bon, comparé à ses homologues soviétiques, les NK15, avec un budget de la NASA quasiment illimité, chaque composant était testé, étudié, encore et encore et encore. Très loin d'être vrai de l'autre côté du globe, où entre 1960 et 1965, les tests étaient quasiment infaisables à cause du manque de financement. Et maintenant, Korolev doit relancer un programme spatial avec 5 ans de retard. La tâche est ridiculement complexe, mais je suis sûr que son génie aurait pu y venir à bout. Et oui, je parle de ça au conditionnel, j'espère que vous n'étiez pas trop attaché à lui, parce que malheureusement, il ne verra jamais son rêve se réaliser. La pression démesurée, les heures de travail interminables, sa condition de vie effroyable durant les purges staliniennes auront eu raison de sa santé. Le 14 janvier 1966, à l'âge de 59 ans, Korolev mourra des suites d'une complication lors d'une intervention chirurgicale. C'est brutal, ça l'est encore plus pour l'URSS qui se retrouve privé du seul homme qui était capable de rivaliser avec le programme Apollo. Korolev est mort sur la table d'opération, emportant avec lui les espoirs de millions de soviétiques. De l'autre côté du globe, le matin du 9 novembre 1967, sur le pas de tir 39A du centre spatial Kennedy, l'effervescence est palpable. Ce jour-là, la Saturn V, la fusée la plus puissante jamais construite, doit prendre son envol pour la première fois lors de la mission Apollo 4. L'objectif, prouver qu'elle est capable d'envoyer des astronautes sur la Lune. Mais dans les coulisses, l'atmosphère est électrique, cette fusée représente le cœur du programme Apollo et son échec mettrait en péril l'ambition de battre les soviétiques dans la course à la Lune. La pression est immense et surtout, l'équipe ne peut pas ignorer un souvenir douloureux. L'incident tragique d'Apollo 1, survenu moins d'un an auparavant en janvier 67, 3 astronautes, Gus Grissom, Ed White et Roger Chaffee, ont péri dans un incident lors d'un essai au sol dans le module de commande. Out too far, the
Bon, bah vous l'avez compris, l'horreur est arrivée une fois, pas question de le revivre avec l'échec d'Apollo 4. Sa réussite permettrait à l'Amérique de sortir du cauchemar et de commencer enfin à rêver. 11, 10, 9, ignition sequence starts. 5, 4, we have ignition. All engines are running. We have liftoff. We have liftoff at 7 a.m. Eastern Standard Time. The tower has been cleared. The tower has been cleared. You see it move off very slowly. Oh, what's wrong? It's never going to go. Come on, go, 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 go. You want to coax it, get off of there. I say, my God, that's, thousands of tons, and it's moving so slow you think it's going to fall over. Shock wave is progressing across the water, coming towards you. It's pretty impressive, I had never felt this much power and energy from that distance. And so we're watching the data, and we're watching the data, and we're watching the data. I don't think I breathed for 8.5 minutes. We drop the interstage, which is pretty neat, and we ignite the J2 engines, and they all come up to thrust. And we say, it's working, it's working, it's working. Phew. And that's what we thought, phew. À ce moment-là de notre histoire, les soviétiques avaient réalisé leur incapacité à l'unir avant les Américains, à cause du retard de la N1. Ils ont donc opté pour une autre stratégie, celui de réaliser le tout premier vol circumluminaire, c'est-à-dire autour de la Lune avec des êtres vivants, et ce, à partir de la Proton de Chelomey. Ils ont donc développé un de ses dérivés, la zonde, qui encore une fois ne visait pas un alunissage, elle devait simplement contourner la Lune et devenir le premier module à envoyer des êtres vivants autour de l'astre. Bon, ce serait une victoire symbolique, faute de pouvoir mieux faire, mais bon, la N1 n'est pas prête et il n'est pas question de perdre la face devant la planète entière. Et effectivement, l'URSS va redorer son blason en réussissant, rappelant au monde entier qu'ils sont toujours dans la course. Même si en réalité, le voyage a fait remonter beaucoup de problèmes techniques aux soviétiques qui leur montrent bien qu'il faut compter sur la N1 et non pas sur la zonde pour aller sur notre voisine. Le truc, c'est que les Américains, eux, ils n'ont pas une vision claire de la situation des Soviétiques, et le succès de la zone 5 leur laisse penser que peut-être ils seraient capables d'envoyer des cosmonautes autour de la Lune. Nous, on sait que c'est faux, mais eux, ils en savaient rien. Ça les met sous pression et décident donc d'accélérer le pas. À l'origine, Apollo 8 devait tester le module lunaire en orbite terrestre. Mais conscient de l'urgence, George Low et James Webb prennent une décision audacieuse, transformer Apollo 8 en une mission circumluminaire, mais cette fois-ci avec 3 courageux astronautes à son bord. Frank Borman, William Anders et James Lovell, qui avaient l'habitude de plaisanter en disant « On est juste 3 cobayes dans une boîte de conserve assis sur une bombe à retardement ». Forcé de constater qu'il a pas tort, c'est d'une dangerosité sans nom, Apollo 8 était non seulement le premier vol humain à s'éloigner de l'orbite terrestre, mais aussi le tout premier test en conditions réelles de la fusée Saturn V avec équipage. Rien que ça. Bon, je vais pas tourner autour du pot, Apollo 8 a été un succès immense, c'est une mission tellement passionnante que je pourrais vous en parler pendant des heures, ce que je ne vais pas faire évidemment, alors je préfère plutôt vous laisser avec ces quelques secondes qui, personnellement, ne me laissent vraiment pas indifférent. We didn't see the Earth, and didn't really think about that. And then we righted ourselves, heads up, and twisted the spacecraft so it was going forward. And while Frank Borman was in the process of doing that, suddenly I saw out of the corner of my eye this color. It was shocking. Oh my God, look at that picture over there. There's the Earth coming up. Wow, is that pretty. You got a color film, Jim? Hand me a roll of color quick. Oh man, that's great. Where is it? Quick. So I managed to get Lovell to get me a color magazine, put the long lens on and started snapping away. Got it? Yep.
Take several of them. Here, give us wait a minute. Let me just get the right setting here. Hey, calm down, Mama. Oh, I got it right. Oh, that's a beautiful shot. Bon, je pense que vous avez compris pourquoi Apollo 8 a été un succès immense. Ces hommes sont non seulement partis explorer la Lune, mais ont aussi plus que jamais découvert la Terre. La photo a fait le tour du monde, la montrant comme jamais auparavant, et le rêve de poser le pied sur la Lune semble de plus en plus proche pour nos amis américains. Vous vous imaginez bien que du côté des Terres Rouges, la nouvelle fait s'activer l'ensemble du personnel travaillant autour de la N1. Ils sont maintenant sous la direction de Vassili Mishin, successeur de Korolev, avec qui le projet peine à atteindre la même rigueur. Parlons franchement, il ne comble pas du tout le vide laissé par le visionnaire qui le précédait. Mais bon, les Américains testent déjà des vols vers la Lune, tandis que eux peinent à prouver que leur fusée peut atteindre l'orbite terrestre. Il n'y a plus le luxe d'attendre, il faut se lancer. Le 21 février 1969, la N13L en référence à ses 3 étages se dresse sur le pas de tir de la base de Baïkonour pour la toute première fois. C'est l'heure de vérité, on raconte qu'un brin d'optimisme se mélangeait au silence anxieux dans la salle de contrôle, les chances sont minces, mais il faut essayer, apprendre et surtout corriger. Malheureusement, et on pouvait s'en douter, une panne critique provoque un incendie dans l'un des 30 moteurs qui entraînera une réaction en chaîne. C'est l'horreur pour les soviétiques qui, pourtant sous Korolev, avaient si bien commencé et avaient devancé les Américains. Et au moment où tout commençait à s'effondrer pour eux, les Américains ont commencé à briller. Et ils s'apprêtaient d'ailleurs à le faire comme jamais personne auparavant. On y est, le 16 juillet 1969, sous le soleil éclatant de la Floride à la base de Cap Canaveral, une foule s'est rassemblée ce jour-là. Et bon, c'est pas que ici, comme partout ailleurs, en France, au Japon ou encore en Allemagne, et c'est normal, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins s'apprêtent à embarquer au bord de la Saturn V pour un voyage historique. Le but, marcher sur la Lune et revenir sain et sauf. L'humanité est peut-être à quelques jours de réaliser un rêve millénaire. Alors, à vos télévisions, il est 9h32 heure locale, la Saturn V se dresse sur le pas de tir et l'impossible se prépare. 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. Or 8 plus correction 00572 perigee plus 00085 00764 030 000 293 Eagle, Houston, we see you on the steerable, over. Roger, Eagle, done. Roger, how does it look? Eagle has wings. Roger.
Now, flight controllers, gonna go for landing. Retro. Go. Rhino. Go. Guide. Go. Control. Go. Telcom. Go. GNC. Go. Ecom. Go. Surgeon. Go. Capcom, we're go for landing. Altitude 4200. Houston, you're go for landing. Over. Roger, understand. Go for landing. 3,000 feet. 37 degrees. Still looking very good. Your go. Top alarm. 1201. 1201. Roger, 1201 alarm. 1201 alarm. Same time, we're go, flight. Okay, we're go. We're go. Same time, we're go. 8.5 down. 220 feet. 11 forward, come down nicely, 200 feet. 4.5 down. 5.5 down. 100 feet, 3.5 down. 9 forward. 875 feet. Starts looking good, down a half. 6 forward. 60 seconds. Lights on. Forward. Forward. 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. Straight shadow. 4 forward, drifting to the right a little. 30 seconds. Forward, drift. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Je sais pas si vous le saviez, mais la trace du pas de Neil Armstrong restera sur la Lune pendant des milliards d'années. Et je sais pas combien de temps notre espèce perdurera, mais j'aime savoir qu'une trace de notre passage, là-haut, demeurera. Et je trouve ça joli de penser que, peut-être, longtemps après notre passage sur Terre, d'autres que nous apparaîtront, cherchant aussi, sûrement, à se rendre sur cette sphère. Peut-être découvriront-ils alors cette trace inscrite dans la poussière, devenant ce qu'ils nommeront dès lors le plus grand des mystères.